Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle édition de 22h. Voici les faits marquants de ce mardi 16 décembre. Conseil des ministres, adoption du budget de l'État pour l'exercice 2015. Et concernant l'actualité internationale, concernant particulièrement le continent australien, la prise de Sydney se solde par 3 morts. Merci de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 24e séance du Conseil des ministres au palais de bord de mer. Un projet de loi, un projet de décret et un projet d'arrêté ont été examinés et approuvés durant cette séance. Le projet de loi a porté sur le budget initial de l'État pour l'exercice 2015. Écoutons à ce propos le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 24e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 décembre 2014. Il était inscrit à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne le projet de loi de finances portant budget initial de l'État de l'exercice 2015. Les perspectives de développement pour l'année 2015 dénotent une croissance mondiale en légère hausse qui s'établira à 3,8% selon les experts internationaux. Les mesures de promotion de l'emploi ainsi que les politiques de gestion de l'endettement constituent les principaux enjeux de l'expansion économique mondiale. Dans un tel contexte économique relativement encourageant, marqué par la multiplication de signes avant-coureurs d'un réel raffermissement de la croissance mondiale et régionale, l'amélioration de la conjoncture économique intérieure, croissance PIB réel 6% 2014 et 7% 2015, les recommandations du gouvernement en matière de développement économique et social s'inscrivent pour le moyen terme dans le sens de la réalisation d'un cadrage propice pour une croissance régulière et pérenne. En matière de prévision budgétaire, le budget initial 2015 est arrêté en équilibre et en recettes générales et dépenses générales à la somme de 127 milliards 139 417 000 francs Djibouti, soit une diminution de l'ordre de 8 milliards 0,59 millions 867 678 francs Djibouti, moins de 5,96% par rapport au budget rectificatif de l'exercice 2014. En recettes budgétaires, les ressources courantes sont arrêtées à 113 milliards 554 133 000 francs Djibouti et augmente de 14 milliards 368 347 242 000 francs Djibouti. Les recettes fiscales enregistrent une hausse de 4 milliards 413 049 000 francs Djibouti et ceci est dû à des mesures de prévision et de révision de certains postes tels que l'impôt sur le patrimoine, les droits d'enregistrement, la TVA. Parmi les mesures fiscales, il faut retenir la mise en place d'une patente pour les jeunes entrepreneurs. Cette patente est destinée aux jeunes désirant se lancer dans l'entrepreneuriat dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage. Il doit être âgé, le jeune qui bénéficiera de cette patente, de moins de 25 ans et avoir le profil et les qualifications nécessaires pour bien conduire le projet qu'il porte. Ceci donc pose la question de la validation de la candidature pour profiter donc de cette disposition. L'autre mesure phare de ce budget est la révision du droit proportionnel et réactualisation de la catégorie. C'est toujours dans le cadre des patentes. Ensuite vient la révision du droit à la proportionnelle, donc du droit proportionnel de la patente d'importation. L'autre mesure concerne l'augmentation de la patente et l'IGS sur le cadre. Il y a également une mesure importante dans le cadre de ce budget qui est la hausse du taux de la TVA de 7 à 10%. La 6e mesure concerne l'impôt sur les dividendes. Ensuite, il y a l'augmentation de la taxe sur les contrats d'assurance de 15 à 20% et l'augmentation du montant des timbres fiscaux de 500 francs à 1000 francs. Il y a la réduction des droits d'enregistrement des concessions définitives qui passe de 2% à 0,5%. En matière de dépenses, donc, ce qui est prévu est le chiffre de 127 milliards 139 417 000 francs Djibouti et ce chiffre évolue globalement de manière symétrique aux recettes avec une variation négative de 8 milliards 059 867 678 francs Djibouti, soit
comme je l'ai dit tout à l'heure, une réduction de moins 5,96% par rapport à la loi de finances rectificative de 2014. Il se décompose en 3 points. Le premier point concerne les dépenses courantes qui sont arrêtées à hauteur de 70 milliards 582 727 000 francs Djibouti, soit plus de 4 milliards 492 millions de francs Djibouti. Deuxième point relatif aux actifs non financiers qui augmentent de 25 953 000 francs Djibouti. Et le troisième point, les actifs financiers qui font état d'une hausse de 3 milliards 933 millions 473 390 francs Djibouti. Le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur le projet des décrets portant rattachement de la faculté de médecine à l'université de Djibouti. Et enfin, le projet d'arrêté portait sur l'adoption du budget prévisionnel 2015 de Djibouti Télécom. Les précisions avec le porte-parole du gouvernement à l'issue de ce conseil. La deuxième question est relative à un projet de décret portant rattachement de la faculté de médecine de Djibouti à l'université de Djibouti. Ce rattachement vise à répondre aux standards internationaux et à consolider la reconnaissance des diplômes délivrés par la faculté de médecine et permettra à la faculté de médecine de se développer dans un environnement universitaire et renforcera le partenariat de cette faculté avec les universités régionales. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2015 de Djibouti Télécom. Ce budget prévisionnel est arrêté en produit à 20 milliards 385 843 000 francs Djibouti, en charge à 15 milliards 82 540 000 francs Djibouti, avec des bénéfices nets d'impôts de 3 milliards 977 477 000 francs Djibouti. Les dépenses d'investissement prévisionnelles à hauteur de 14 milliards 315 332 000 francs Djibouti. L'année 2015 sera une année charnière pour Djibouti Télécom. À ce titre, elle sera en grande partie consacrée aux travaux de consolidation des acquis, mais dans le même temps, elle permettra de jeter les bases pour une nouvelle orientation stratégique quinquennale 2016-2020 sur le plan national. Cette stratégie sera axée sur les services de qualité orientés vers les clients. Cette nouvelle orientation, qui aura également pour but de rompre avec le système traditionnel de gestion basé uniquement sur l'exploitation optimale de notre petit marché national, ambitionne de faire donc de Djibouti Télécom un hub à vocation régionale et internationale. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire les budgets prévisionnels de l'exercice 2015 de l'Agence de Djibouti pour le développement social. Ce budget s'équilibre pour le fonctionnement en charge à la somme de 446 770 000 francs Djibouti et en produit à la somme de 446 770 000 francs Djibouti. Les budgets provisionnels 2015 d'investissement de l'ADDS s'établit comme suit: 3 milliards 724 198 000 francs Djibouti. Les réalisations de l'agence sont tangibles. Elle a diversifié ses activités sur des domaines très stratégiques tels que les projets, des filets sociaux de sécurité de base, sur la prévention de la malnutrition à base communautaire et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, l'électrification par le solaire qu'elle étendra sur l'ensemble du pays, ainsi que la promotion de la filière taille de pierre, pourvoyeuse d'emplois. Ces actions s'inscrivant toujours dans la volonté affichée du gouvernement d'éradiquer la pauvreté. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2015 du stade El-Hajj Hassan Goulet d'Abtidoune. Le budget de l'établissement s'équilibre en charge à la somme de 31 250 000 francs Djibouti et en produit à la somme de 31 250 000 francs Djibouti. En fin de séance, le ministre délégué à la coopération internationale a fait une communication au Conseil sur le 15e sommet de la francophonie tenu au Sénégal du 29 au 30 novembre 2014. La délégation djiboutienne était conduite par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le ministre de la Défense a pour sa part fait un compte-rendu de la 3e réunion du comité mixte de défense djibouto-éthiopien du 1er au 3 décembre 2014. Le ministre de la Communication a quant à lui fait son rapport sur sa mission de travail au Qatar du 7 au 10 décembre 2014, ainsi que
un rapport sur sa mission au Soudan, toujours une mission de travail, du 10 décembre au 12 décembre 2014. Toujours en Nouvelle-Nation, remis par aujourd'hui des équipements informatiques, médecin-chef des centres de santé communautaires de Djibouti dans la salle de réunion du ministère de la Santé. Était présent à cette réunion le secrétaire général du ministère de la Santé, le directeur de l'unité de gestion de projet, le directeur des régions sanitaires, les médecins-chefs des centres de santé ainsi que les cadres du ministère. L'objectif de cette remise d'équipements informatiques aux structures de soins de Djibouti et des régions de l'intérieur entre dans le cadre du développement du système de santé avec le projet e-santé. Ce matériel financé par la Banque mondiale est destiné à soutenir l'assistance médicale à distance avec la télémédecine pour effectuer une interprétation des résultats médicaux des patients, médecins affectés dans les régions et spécialistes pourront ainsi échanger des informations entre eux. Ce matériel permettra également la formation du personnel médical et paramédical à distance et enfin il facilitera la collecte des données sanitaires et épidémiologiques rapidement. Dans son mot, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a rappelé notamment l'avantage de ces matériels informatiques et son impact futur sur le système sanitaire djiboutien. Je vous propose de l'écouter. D'un projet qui revêt d'une importance capitale, car il s'inscrit dans le cadre du développement de notre système de santé en général et dans celui des régions de l'intérieur en particulier. L'avènement des technologies de l'action et de la communication a bouleversé de cette fête et sont devenus incontournables à tous les niveaux de la vie de l'homme, donc du développement de la société. Et ces projets de santé s'articulent autour de 3 axes. La télémédecine, qui permettra d'assister à distance, donner un diagnostic, des conseils de santé et l'interprétation des résultats à distance d'un patient qui ne bénéficierait pas de la possibilité de se déplacer. Cet exemple a été démontré la semaine dernière. Des systèmes de technologie de pointe qui a été lancé par le chef de l'État et ça c'est la télémédecine. Il y a aussi le téléenseignement qui permettra des programmes de formation interactifs pour le personnel médical et paramédical à distance, comme ce fut le cas de l'interprétation de radiologie ou bien de cardiologie. Nos médecins des régions de l'intérieur et ceux même de la ville de Djibouti pourront prendre attache et avec les médecins spécialistes pouvons demander des explications à leurs frères plus expérimentés et sans être déplacés. Le troisième axe, c'est la collecte de données. Nous sommes le seul département ministériel qui aujourd'hui, à travers la téléphonie rurale et tout ça, puisse avoir chaque fin de semaine les données des régions de l'intérieur. Et ça aussi, ça nous permet à nous de voir un peu ce qui se passe dans la région de l'intérieur. Santé, toujours une caravane médicale sur l'ophtalmologie s'est déroulée ce mardi à l'hôpital régional d'Arta. Cette caravane médicale organisée par le ministère de la Santé est financée par la Banque islamique de développement. Une équipe d'ophtalmologues de la capitale conduite par le médecin ophtalmologue Dr Issa Abdi Bororé s'est rendue en 2 semaines à l'hôpital régional d'Arta pour des consultations au profit de la population de la région d'Arta. Au total, 70 personnes ont bénéficié des consultations ophtalmologiques dont 10 seulement ont été retenues pour être opérées. Le préfet de la région d'Arta, Ati Waisbouh, s'est notamment rendu hier sur place pour superviser les opérations. Rappelons que c'est pour la 3e année consécutive que le ministère de la Santé organise ce genre d'opérations. Ces opérations se poursuivront durant 8 jours. Les personnes qui ont bénéficié de ces interventions ophtalmologiques ont remercié le ministère de la Santé et la Banque islamique de développement pour leur assistance médicale anti-cataracte. Autre nouvelle du pays, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Tom Kelly, s'est rendu aujourd'hui à Tadjoura, la ville blanche. À son arrivée, le diplomate américain a été accueilli par le préfet de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Bonaita, et par le président du conseil régional, Hassan Hussein.
Une occasion pour l'ambassadeur américain et les autorités de la région de se réunir. Les discussions ont porté entre autres sur le développement de Tadjoura et du renforcement des relations entre la ville blanche et l'ambassade américaine. Par la suite, le diplomate américain Tom Kelly s'est rendu au conseil régional de Tadjoura. Sur place, il a été accueilli par le président Hassan Hussein avant d'entamer une première réunion de prise de contact avec les élus locaux. Les discussions entre les deux parties ont porté sur l'aide que fournit l'ambassade des États-Unis à Djibouti et l'USAID pour le développement et l'amélioration de la vie sociale des habitants de la région. L'ambassadeur américain Tom Kelly a expliqué qu'il était fier et honoré de visiter la région de Tadjoura, une ville, a-t-il dit, historique. De plus, il a informé les autorités locales qu'il reviendra encore une fois dans la région et a promis d'aider les Tadjouriens dans leur développement. Ensuite, l'ambassadeur a rendu une visite de courtoisie au sultan de Tadjoura, Abdelkader Ahmed, à son domicile. De ces endroits tellement historiques et importants de la culture de Tadjoura. C'est un plaisir pour nous, les Américains, de participer dans ce projet. Ça, c'est ma première visite à Tadjoura parce que je suis tout à fait nouveau à Djibouti, avec à peine 2 mois ici. Mais ce n'est pas la dernière visite. Je vais revenir à Tadjoura parce que c'est une ville très dynamique et très importante à l'avenir de la Djibouti. Merci beaucoup. Et toujours dans le cadre de la coopération djibouto-américaine, une cérémonie de don d'un appareil appelé laparoscopie par les États-Unis d'Amérique à l'hôpital général Pelletier s'est déroulée cette semaine. La cérémonie a réuni l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Sillay, le directeur général de l'hôpital Pelletier, Jama Elmi, le capitaine Matt O'Keefe, commandant le camp Lémonier, et le commandant Steve Chris, officier principal de l'unité médicale du camp Lémonier. La coopération dans le secteur de la santé est une priorité au niveau du département américano-djiboutien. Grâce au financement de l'armée américaine et de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, le gouvernement américain a réhabilité 31 postes de santé à des écoles primaires et a amélioré l'accès à l'eau et aux soins médicaux de base. Dans l'ensemble, le gouvernement américain a financé des projets d'assistance locale pour un montant de plus de 60 millions de dollars au cours des 6 dernières années. Dans l'actualité également, l'ambassadeur de la République de Djibouti en France, Ayed Moussa Yahya, a présenté jeudi dernier, 11 décembre, ses lettres de provision au directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, José Gracinha da Silva. Ces lettres l'accréditant en qualité de représentant permanent de notre pays auprès de cette organisation du système des Nations Unies, dont le siège est basé à Rome. Durant cette cérémonie et après les salutations d'usage, les deux responsables ont échangé leur point de vue sur l'appui de cette organisation afin d'atteindre les objectifs de développement du millénaire. Les problèmes posés par les phénomènes endémiques et cycliques de la sécheresse qui sévit dans la Corne d'Afrique ont également été soulevés. M. Graciani a déclaré qu'il venait de nommer son prédécesseur, M. Jacques Diouf, comme son envoyé spécial pour le Sahel et la Corne de l'Afrique. Le directeur général a réitéré ses félicitations à notre pays quant à la réalisation d'une grande partie des objectifs millénaires, en particulier la réduction de moitié du nombre total de personnes souffrant de sous-alimentation. Il a également rappelé que le droit à l'alimentation, à la sécurité et à la paix sont des points cardinaux, rendant hommage à la République de Djibouti pour sa contribution à restaurer la paix en Somalie. Enfin, le représentant permanent en marche de ces cérémonies rencontre des responsables du programme alimentaire mondial PAM, agence de l'ONU également basée à Rome. Page sport, cette fois, des centaines de jeunes coureurs ont pris part hier après-midi aux 10 km de l'université de Djibouti. Le départ de cette 8e édition des 10 km de l'université de Djibouti a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed.
Était présent également au coup d'envoi de cette épreuve le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, ainsi que de nombreux responsables de l'université. Cette épreuve a regroupé des centaines de jeunes athlètes issus de l'université de Djibouti, mais également des différents lycées et établissements éducatifs. Des jeunes coureurs inscrits dans des universités des pays voisins tels que l'Éthiopie, le Kenya ou la Somalie ont été conviés pour relever le niveau de la compétition. 3 épreuves de course à pied étaient inscrites au programme. La première est destinée aux jeunes hommes sur une distance de 10 km, la seconde sur 5 km pour les filles et la troisième pour les handicapés. Une participation qui a été grandement saluée par le public présent tout au long des parcours. L'épreuve de 10 km garçons a été remportée par l'Éthiopien Derbey Givey. Celle sur 5 km pour filles est également revenue à une Éthiopienne Dassé Havent. Et enfin, la course entre les handicapés a été remportée par Mahdi Nour. Sachant que l'université de Djibouti organise pour la 8e année consécutive ces épreuves, le rendez-vous est devenu incontournable, d'autant que des jeunes coureurs venant des pays de la sous-région sont désormais régulièrement conviés. Peu après la fin des épreuves de course à pied, la cérémonie de remise des prix a été organisée dans la salle de l'amphithéâtre de l'université de Djibouti. L'épreuve de 10 km garçons a été remportée par l'Éthiopien Derbey Givey avec un chrono de 33 minutes et 44 secondes. Il est suivi du jeune Abdullahi Ali du lycée technique d'Ali Sevier qui a terminé la course avec un temps de 33 minutes et 49 secondes. Quant à la troisième place de cette course, elle est revenue à Bachir Omar Kamil de l'école Farouk avec un temps de 33 minutes 56 secondes. Quant à l'épreuve sur 5 km pour les filles, la première place était revenue à l'Éthiopienne Dassé Havent. Celle-ci a d'ailleurs battu le record de l'année dernière avec un temps de 18 minutes 56 secondes. La seconde place est revenue à la Djiboutienne Hawa Abdi, issue du club d'athlétisme de l'université de Djibouti avec un temps de 26 minutes 48 secondes. Enfin, la troisième place est allée à Mouchouchou Troussoussa, une Kenyane qui a bouclé la course dans un chrono de 27 minutes et 32 secondes. Selon le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, cette journée de preuve physique et de courage est une bonne occasion pour consolider les amitiés et les retrouvailles. Le partenariat institué avec le pays voisin se voit également consolidé, a-t-il ajouté. Chaque année et qui sont là et pour nous aussi nous donnent une belle leçon de vie, des gens qui se battent tous les jours pour justement vivre comme les autres et vivre encore plus fort que les autres. Sans oublier aussi l'appui constant du ministre de l'Enseignement supérieur qui a pris de son temps pour venir honorer de sa présence cette belle cérémonie. Il a donné le départ cet après-midi et ce soir il est encore parmi nous. Merci de lui applaudir. Dans son mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a félicité les participants djiboutiens ainsi que ceux des pays de la région, plus particulièrement les vainqueurs. Nous l'écoutons. D'abord, bien sûr, commencer par féliciter les gagnants, féliciter tous les participants, parce que le principe, c'est également de participer. Ceux qui n'ont pas gagné cette année, Inch'Allah, ils gagneront l'année prochaine. Je voudrais également, du fond de mon cœur, féliciter l'association Vivre Plus Fort. C'est vraiment un très bel exemple. Ma grande fierté, c'est de vous voir toujours épanoui, de vous voir toujours heureux, d'œuvrer pour que non seulement vous réussissiez dans votre vie, que vous vous ouvrez également vers le monde extérieur et que vous poussiez au-delà des efforts qu'on vous demande de travail, également participer au sport. Donc je vous encourage à faire du sport et à réussir dans vos études. On est là pour vous aider, pour vous accompagner et nous voulons que cette université soit une université dynamique, une université qui réussit, une université qui va de l'avant. Elle ne peut réussir sans vous. Sport, pour clore l'actualité nationale, les arts martiaux, notamment le Kung Fu Wushu, a le vent en poupe à Djibouti. La discipline compte en effet de plus en plus d'adeptes avec une fédération très active, la Fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu. Les Djiboutiens adeptes du Kung Fu Wushu viennent d'obtenir une nouvelle victoire. En effet, le Djiboutien Mohamed Ali Omar dit Mao vient d'obtenir le grade de ceinture noire 7e degré au Douanwei du Kung Fu Wushu. Ce titre lui a été décerné après un stage ce mois à la centrale
Chine Normal University de Wishan en Chine populaire. Sensei Mohamed Ali Omar a suivi également au cours de ce stage un examen d'arbitre de Kung Fu Wushu. Sensei Mohamed Ali Omar, qui est également président de la Fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu, doit se rendre en Éthiopie avec une équipe de 10 jeunes djiboutiens pour une compétition amicale à l'invitation de la Fédération éthiopienne de Kung Fu Wushu. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Australie, la prise d'otage qui a eu lieu dans un café de Sydney a fait au moins 3 morts. L'assaillant compte parmi ses morts et l'on dénombre en outre 4 blessés. Après plus de 16 heures de négociations, un commandant de la police australienne a finalement décidé de donner l'assaut dans un déluge de feu. Fardos Hussein. Le suspect âgé de 50 ans avait été touché par balle dans l'opération et évacué vers un hôpital où des médecins ont annoncé sa mort. La police a évoqué que la prise d'otage était un acte isolé. Un homme de 34 ans et une femme de 38 ans parmi les otages ont également été tués dans l'assaut. Une série de lourdes détonations a retenti peu avant au moment où des commandants de la police entraient par une porte latérale donnant accès au café. Des otages sortaient en courant du bâtiment tandis que d'autres étaient emmenés sur des brancards. La situation était très confuse après l'intervention de la police dans un déluge de feu d'origine indéterminée. Un robot de déminage a pénétré dans le café. Il était dans l'immédiat impossible de savoir si l'assaut avait fait des blessés, ni si le preneur d'otages était vivant. Et enfin, 10 familles américaines affectées par le massacre de l'école de Sandy Hook qui avait fait 26 morts dont 20 enfants en 2012 ont porté plainte aujourd'hui contre le fabricant, le distributeur et le vendeur de l'arme impliqués. Ali Abdillahi. Cette plainte pour négligence et mort injustifiée, déposée au lendemain du 2e anniversaire de la tragédie devant le tribunal de Bridgeport, stipule que le fusil semi-automatique Bushmaster, l'AR-15, utilisé par le tueur de 20 ans, n'aurait pas dû être disponible au grand public car c'est une arme militaire à la vitesse exceptionnelle qui n'est pas adaptée pour un usage civil. L'AR-15 a été spécifiquement fabriqué pour l'armée américaine pour répondre à l'évolution des besoins pendant une guerre. La spécification de l'armée pour l'AR-15 était qu'il puisse percer un casque d'acier. Cette arme n'a pas été conçue pour défendre sa maison ou aller chasser. Elle a été faite pour tuer de façon efficace des êtres humains au combat. Mais un projet de durcissement de la législation fédérale sur les armes à feu s'est fracassé sur l'opposition du Congrès. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité.